transférer des finances et des technologies vers des pays plus faibles économiquement et surtout plus fragiles écologiquement et qui subissent de plein fouet ce changement climatique. Et c'est à travers cette notion d'adaptation, de stratégie d'adaptation, qu'ont été amenées finalement ce genre d'opérations qui consiste à prévoir un certain nombre de fonds internationaux destinés à aider les pays en développement dans cette adaptation. Donc de ce point de vue, je crois que votre thèse portait sur un sujet intéressant parce que finalement peu abordé, et l'idée de ne parler pas de façon trop générale de cette question, mais de prendre le Tchad comme exemple était sans doute extrêmement pertinent. Alors, de façon assez peut-être logique, votre thèse s'articule autour de trois parties. Premièrement, une première partie sur le dispositif international, et puis deux autres parties qui concernent la réception de ce dispositif international par le Tchad, les limites des mécanismes d'adaptation et puis les perspectives d'évolution. De façon générale, comme je l'ai indiqué dans mon rapport de soutenance, si j'ai trouvé que la thèse était intéressante en général et surtout sur la deuxième et la troisième partie, j'ai toutefois été assez déçue par les développements de votre première partie. Et je crois que c'est vraiment regrettable que vous n'ayez pas abordé avec plus de conviction cette première partie, qui était quand même au centre de votre titre de thèse, puisque vous dites les changements climatiques, un nouvel enjeu des relations internationales, et qui finalement avait ensuite un impact sur le développement des deux autres parties. Alors, ce que j'ai fondamentalement regretté dans la première partie de votre thèse, c'est que la découpe dans les deux chapitres n'est pas à remettre en question, c'est vraiment que sans doute vous n'avez pas pris à bras le corps suffisamment, à mon sens, et vous m'expliquerez pourquoi. Vous avez sans doute des raisons. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'être beaucoup plus précise dans la présentation de ces fonds environnementaux. Vous les présentez rapidement, vous dites qu'ils ne sont pas suffisamment bien dotés et qui ne permettent donc pas vraiment de répondre aux besoins des pays en développement, mais sans précisément dire aujourd'hui, en 2016, quelles ont été les dotations de ces fonds, de façon très précise, année après année, pour chaque fonds, comment ces fonds ensuite ont été utilisés, sur quel pays. Et si vous voulez, ce travail qui peut vous sembler peut-être un travail un peu technique, ce n'est pas une grande réflexion, mais je crois que c'est un travail nécessaire et important pour comprendre ensuite dans quelle mesure le Tchad peut être limité dans ses mécanismes d'adaptation et de comprendre si c'est vraiment simplement un problème financier, à savoir que le Tchad n'aurait pas reçu les financements nécessaires ou les transferts technologiques nécessaires à cette adaptation, et puis dans quelle mesure, si vous voulez, le problème est peut-être aussi proprement tchadien, avec des limites institutionnelles propres au Tchad, ce qui vous aurait peut-être permis aussi dans la dernière partie de votre thèse, d'aborder peut-être aussi, de revenir un peu sur l'international en disant que si on peut proposer des évolutions au Tchad, c'est parce qu'on doit aussi proposer des évolutions à l'international. Voilà, donc ça c'est un petit peu, si vous voulez, la grande difficulté que j'ai eue en vous lisant et la plus grande réserve, c'était cette articulation, le fait qu'une première partie finalement est assez brève et qu'elle n'est peut-être pas suffisamment articulée ensuite avec les deuxième et troisième parties. Alors j'aurais donc juste quelques questions que je vais vous poser, puis vous répondrez à celles que vous souhaitez. En vous lisant, je me suis interrogée sur quelques points plus techniques. Donc vous décrivez le Tchad donc, comme un pays sahélien donc, qui subit les changements climatiques, avec si vous voulez, un contexte sahélien qui lui est propre, et donc qui est très éloigné par exemple de la situation que peuvent connaître des petits États insulaires du Pacifique. Et par ailleurs, vous nous expliquez que le Tchad a pris part à toute une série de conférences internationales. Et j'aurais aimé savoir si vous avez pu voir dans quelle mesure le Tchad avait été porteur d'un message dans ces conférences internationales sur finalement les besoins propres d'un État sahélien par rapport à des États insulaires. Une deuxième question relative à la question PMA, pays en développement. Vous parlez souvent de façon, il m'a semblé que c'était presque de façon
sont synonymes de pays moins avancés, pays en développement. Donc j'aurais aimé que vous puissiez revenir sur cette question. Est-ce que le Tchad est un PMA, un pays en développement? Quels sont les impacts sur les transferts financiers et technologiques que l'on peut attendre, si vous voulez, de cette distinction? Enfin, une dernière question qui m'est venue. Pour, si vous voulez, si on veut progresser dans ces stratégies d'adaptation, est-ce que vous pensez que seuls les transferts financiers et technologiques sont nécessaires, ou est-ce que vous pensez finalement que l'instance internationale devrait être plus directive et imposer, du concert avec les États, mais leur imposer des programmes de changement, des programmes structurels ou programmes institutionnels de modification, de nécessité, la nécessité d'un suivi, etc. Est-ce que ce serait nécessaire, que ce soit sur le plan international, que ce type de projet soit imposé? Et puis une dernière question, vous l'avez rappelé dans votre exposé oral, vous avez parlé notamment du développement, de la nécessité de développer les télécommunications, les transports. Et en vous lisant, je me suis parfois interrogée sur est-ce que ce ne sont pas des objectifs de développement en général? Est-ce qu'on est vraiment toujours dans des adaptations au changement climatique? Est-ce que vraiment développer les télécommunications et les transports en Tchad est une réponse au changement climatique, ou est-ce que c'est tout simplement une stratégie de développement durable, comme peuvent le rencontrer toute une série de pays qui ne sont pas forcément affectés par les changements climatiques? Voilà, je vous remercie et je vous laisse. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Rodeguel, mon collègue, et vous répondrez ensuite à tous les deux. Moi, je n'ai pas de questions, j'avais simplement des remarques à faire. Vous en ferez ce que vous en voudrez. Mais comme souvent mes remarques sont un petit peu compliquées, ça nécessiterait un temps très long pour y répondre. Pardon? Eh bien, Madame Nandi, je suis heureux d'être ici pour un petit peu échanger avec vous sur votre travail. J'ai eu l'occasion de lire, comme chacun d'entre nous, avec la tâche supplémentaire de rédiger un petit rapport pour autoriser la soutenance qui, bien évidemment, n'a pas exprimé tout ce que j'avais envie de dire déjà respecter le monde d'échange. Et je n'ai pas voulu être trop critique. Donc, c'est un rapport assez sympathique, assez élogieux, donc plutôt des fleurs. Donc, je me suis dit, tiens, à l'occasion de la soutenance, puisque j'ai déjà envoyé les fleurs, je vais lui apporter des remarques un peu plus équineuses, un peu plus piquantes. C'est pour faire contrepoint au rapport. Hein, donc, et ça complétera ce que vient de dire notre collègue. Alors, un sujet très, très intéressant de sciences politiques. Moi, je ne suis pas très intelligent, donc j'avance avec beaucoup de méthodes. Un sujet de sciences politiques. La science politique, c'est la science donc, de la cité, de la vie. Ça embrasse tout. Alors, qu'est-ce que la science politique? Je ne sais pas. C'est du droit interne, du droit international. Ça peut être aussi de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de l'ethnologie. Voir si on est en Afrique, dans ces civilisations encore marquées par des structures traditionnelles, l'anthropologie. Alors, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est que vous n'ayez pas utilisé cette clé de lecture anthropologique. Vous aurez apporté beaucoup pour finalement approfondir, être un peu plus critique, notamment dans votre deuxième partie. La première partie, tout ça c'est assez descriptif, on sait très bien le papier du juriste, on sait écrire des textes, on sait faire des conférences, etc. Après, je dirais c'est du papier, après il faut que ça rentre dans les faits, et donc il faut non seulement faire des stratégies d'adaptation, mais adapter les stratégies d'adaptation à la réalité d'un pays comme le Tchad. Alors c'est un petit peu ce qui a manqué à votre travail, c'est de mettre en perspective ce pays-là, le Tchad. Ce qu'il est, ses réalités. Vous voyez, on est juste après Pâques, même si nous sommes de la laïcité, j'ai ma petite liberté de parole, je dirais votre thèse a manqué un peu d'incarnation, oui, de chair. Parce que adapter les mœurs, adapter la façon de travailler,
c'est ça la réalité du problème. Bien sûr qu'il y a tout l'appareil international, les conférences, c'est très bien, mais demain au quotidien, ce qui va intéresser les Tchadiens, c'est la vraie vie, c'est ce Tchad d'en bas qui m'a intéressé, et je trouve que vous n'avez pas assez mis en perspective ce débat, ces difficultés. Et ça s'explique, notamment parce que vous n'avez pas, me semble-t-il, fait une photographie sociale, anthropologique prononcée. Oui, ça vous aurait révélé les tensions. Par exemple, qu'en est-il du débat sociopolitique sur la question de l'écologie? On vous évoquait à un moment, il y a un parti écologique, mais est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des tensions entre les dirigeants et ce Tchad d'en bas? Est-ce qu'il y a des tensions entre les puissances économiques et des courants politiques alternatifs qui souhaiteraient une autre forme de développement? Parce que la question de l'adaptation au développement, c'est aussi une autre forme de développement. Et ça a intéressé la science politique, ce débat politique vivant. Est-ce qu'il y en a qui sont pour, est-ce qu'il y en a qui sont contre, est-ce qu'il y en a qui sont opposés? Vous voyez, vous êtes venu à même connaître ces questions-là dans votre pays. Ce sera un petit peu ma première question. L'autre question, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce côté incarné et sociologique dans les conséquences. C'est vrai que le réchauffement climatique incite et oblige les éleveurs à quitter leurs zones traditionnelles d'élevage. Ça pose quand même des problèmes de sciences politiques et d'institutions politiques. Il y a des régions qui se désertifient, pas seulement par nature, mais aussi par les hommes. Il y a des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Y a-t-il des modalités? Est-ce que le gouvernement ou les associations ont prévu des modes particuliers de résolution des conflits? C'est nouveau, ça. Est-ce que ces tensions, est-ce que ça va au tribunal? Est-ce que ce sont les chefs traditionnels qui essayent de faire en sorte que ça se passe le mieux possible? Question du concret, les conséquences sur le vivre ensemble. Vous auriez pu apporter quelques éléments. Vous avez des propositions intéressantes. Je dirais que chaque pays pourrait prendre en compte. Après, il faut l'appliquer à la réalité. Vous savez, déjà en France, on a du mal à développer le solaire et l'éolien. Je pense que pour l'Afrique, ils ont du soleil, certes, mais instaurer un système d'énergie solaire, ça implique des compétences, une économie, bien sûr de l'argent, il faut investir, mais après il faudra en tenir. Ça implique aussi un enjeu de matière grise. Et dans l'enjeu de matière grise, est-ce que le pouvoir politique envisage de diffuser une autre culture de l'adaptation? Est-ce qu'à l'université, on prévoit de conscientiser les futures élites du pays à ce problème? Donc de produire une sorte de matière grise, il faudra des techniciens, il faudra des administrateurs locaux qui vont, avec la population, essayer de changer la vie, de changer ses mœurs. Voilà, ce serait un petit peu ça, ma réflexion, plus axée sur la faisabilité de vos propositions, plus axée sur l'impact sociétal. Et ça a un petit peu manqué. L'enquête démontre que, on voit bien, dans l'enquête, c'est ça l'intérêt de votre enquête, il y a un chat d'en haut, celui des administrations, qui vit dans son monde de texte, le monde de texte il est parfait, parce que ce sont des textes, et puis il y a les paysans des villageois, qui avec leur bon sens paysan, voient ça d'un autre œil, parce que c'est pas un texte qui va falloir changer, c'est véritablement la vie. Donc voilà, ça c'était pour mes questions. Et cette insuffisance, je l'ai un petit peu comprise lorsque j'ai. Tout est dans tous ces propos, quand j'ai un petit peu consulté votre bibliographie. Donc, je pense que vous n'avez pas assez exploité le champ de connaissances autour de ces questions de développement, par exemple sur l'eau. Il manque énormément de littérature sur la question de l'eau.
Quand on voit ce qui est devenu le lac Tchad, c'est incontournable cette réflexion sur. Ce qui a manqué également, c'est, je pense, oui, il y a Tchad, le monde. Ce qui manque, ce qui serait à mon avis très intéressant, ce serait une comparaison avec les pays environnants, pour savoir est-ce que le Tchad a une voix singulière, est-ce qu'il s'inscrit dans la même démarche que ses voisins, est-ce que les organisations régionales, que ce soit à l'Union africaine, voire même à d'autres échelons, est-ce qu'elles ont pris en main cette question, est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose au pays, est-ce qu'il y a des stratégies locales pour lutter contre le changement climatique et aussi aider les pays, notamment en leur donnant du savoir-faire, pas seulement institutionnel. Nos juristes, on aime bien ça, ça ne suffit pas pour résoudre les problèmes de cet enjeu. Or, finalement, votre travail mériterait d'être approfondi à partir de ces biais-là, de chausser d'autres lunettes, des lunettes économiques, des lunettes sociologiques, des lunettes ethnologiques et anthropologiques. S'adapter pour un paysan, c'est pas simple. Ça mettrait du temps à regarder l'agriculture, on a pu l'adapter, on a mis 50 ans pour adapter une agriculture presque médiévale à une agriculture, disons, industrielle. Donc, je pense que si vous voulez présenter vos propositions, c'est bien, mais il faudra aussi aux décideurs lui montrer qu'il y a des difficultés sociétales qui seront, à mon avis, extrêmement importantes. Voilà. Et puis, j'aurais voulu avoir plus d'éclaircissement sur cette question de l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et comment cette problématique-là est abordée, pas seulement dans les textes, dans la faisabilité. Bon. Madame, vous avez quelques instants pour répondre aux questions qui vous ont été posées. Vous choisissez de vous regrouper quelques mots. Sauf si, de toute manière, s'il y a une question qui mérite de vous être proposée, elle le sera par dehors. Allez-y. Merci. Je prends acte déjà de toutes les remarques qui m'ont été faites et je tâcherai d'améliorer mon cadre. Par rapport aux questions concernant la différenciation que j'ai évoquée par rapport aux pays les moins avancés et les pays en développement dans le texte, comme vous l'avez dit, je me suis posée en fonction du point de vue institutionnel. Quand nous abordons les pays, nous abordons le protocole de Kyoto. Quand nous révisons aussi la Convention cadre de changement climatique de 1992, les pays ont pris des résolutions par rapport aux pays en développement global. Mais parmi les pays en voie de développement, il y a les pays les moins avancés. Et c'est vrai que dans mon sujet, deux fois, je parle des pays en développement, je parle des pays en voie de développement, mais le Tchad est intégré dans le pays les moins avancés, mais au niveau institutionnel et dans le pays en développement, si on voit l'aspect juridique qui a été montré par les institutions, les instruments juridiques. Par rapport à la faisabilité, par rapport à la gestion de ces fonds, des financements,
c'est vrai, pendant longtemps, l'adaptation a été occupée. Parce que dans des conférences internationales, c'est l'atténuation qui a été mise en avant. Pourquoi l'atténuation a été mise en avant? Parce que c'est les intérêts. Les pays développés, on leur a demandé de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis, au niveau de ces conférences, c'est la question de l'adaptation. Et donc, la question de l'atténuation, elle était vraiment mise à l'écart. Mais avec le temps, compte tenu de la prise de conscience des pays en voie de développement, dont le Tchad, qui participe de plus en plus dans des conférences, cette entité est devenue représentative. Donc, il est question maintenant d'évoquer la question d'adaptation dans les conférences internationales. Mais c'est vrai que les projets d'adaptation ont été élaborés, mais chaque pays a sa spécificité. Les besoins ne sont pas les mêmes. Dans le pays en voie de développement, c'est, disons, au Tchad précisément, c'est la question de l'eau, c'est la question de l'alimentation. Les agriculteurs et les éleveurs ont toujours des problèmes. Donc, le Tchad a élaboré son plan national d'adaptation au changement climatique en 2020. C'est vrai. Compte tenu des difficultés par rapport au financement de ces projets venant des pays développés, le pays n'arrive pas à mettre en place ces projets d'adaptation. Il serait important, c'est vrai, que le pays même puisse budgétiser les stratégies d'adaptation dans son plan de développement. Mais vous avez évoqué la question des compétences. La stratégie d'adaptation avec la question du développement ne sont pas distincts. Quand on voit les pays en voie de développement et surtout les zones reculées, quand on leur pose la question du changement climatique, ils ne savent pas ce que c'est le changement climatique. Pourtant qu'ils ressentent, il a fallu les expliquer lors des enquêtes avec des événements climatiques. Par rapport à ça, les gens ont pu répondre. Alors, nous avons aussi d'autres associations, d'autres organisations internationales, d'autres organisations non gouvernementales qui aident le pays à s'adapter ou bien aident les populations à réduire leur vulnérabilité. Et ces organisations, par exemple, non gouvernementales, ne passent pas par l'État. Elles passent plutôt par les associations de la société civile. Pour avoir toutes ces informations, ça n'a pas du tout été facile parce que je n'ai pas trouvé de documents qui ont déjà travaillé des questions d'adaptation, si ce n'est des articles par rapport au Tchad. Donc il a fallu chercher des informations et faire ce travail. Et c'est pour cela qu'au niveau des institutions, j'ai eu des informations, mais pas au niveau des associations de la société civile. Par rapport à la question par rapport au développement des télécommunications et des transports. Le problème des transports au Tchad est comme le problème dans d'autres pays en voie de développement. Quand nous nous situons dans des villes, il y a des efforts qui sont faits. Mais quand nous partons un peu dans les endroits reculés, il n'y a pas du tout de routes bituminées.
il y a des pistes. Et c'est de ces pistes-là qui relient les zones rurales aux zones urbaines. Donc nous avons dit, les populations ont d'énormes difficultés, même pour se déplacer. Et il serait très important de développer les infrastructures de transport, construire les routes qui leur permettra de pouvoir circuler librement et aussi se déplacer avec leur production pour venir dans les centres urbains pour pouvoir les vendre. Au niveau, par exemple, du développement des télécommunications, la télécommunication aujourd'hui est très importante. Avec la télécommunication, on peut avoir toutes les informations. Et le Tchad a des sérieux problèmes sur ce point. Et je me dis, si les agriculteurs qui sont dans les milieux ruraux et on arrive à pouvoir les aider à utiliser des ordinateurs, cela leur permettra d'avoir des informations pour leurs activités. Mais avant cela, il y a des actions d'éducation, d'information, parce qu'il faut les éduquer à l'outil informatique déjà. Donc, c'est pourquoi ce développement, par exemple, de ces infrastructures peut aider le Tchad, surtout les populations rurales, à réduire leur vulnérabilité. Parce que pendant la saison pluvieuse, les routes sont coupées. Les agriculteurs ne peuvent pas se déplacer pour venir en ville pour vendre leurs produits. C'est des questions. Pendant la saison pluvieuse, s'ils sont malades, ils ne peuvent pas se déplacer librement pour venir en ville, pour se faire soigner. Les centres sanitaires sont en ville. Donc, en développant ces structures, on peut, d'une manière, d'une autre, aider la question des vulnérabilités. Pourquoi le développement et les stratégies d'adaptation vont en pair. La question par rapport aux tensions au niveau du Tchad, les tensions agriculteurs et éleveurs. Pourquoi les gens se font des problèmes? C'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce que la population augmente, il n'y a pas assez de places, des endroits pour labourer. Et les activités agricoles et pastorales aussi ne sont pas bien contrôlées par le gouvernement. Donc, les gens sont laissés à eux-mêmes. Les éleveurs laissent leur cheptel venir sur le champ, ils dévastent tout de leur passage. Les agriculteurs n'ont pas d'autres moyens pour pouvoir faire pression sur les éleveurs. Parce qu'il y a un problème, c'est que au niveau du Tchad, il y a beaucoup des autorités qui sont devenues des éleveurs. Et cela aggrave la situation, les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Parce que même s'ils vont au niveau du tribunal, le juge, puisque les troupeaux appartiennent à une personne qui est au gouvernement, il ne peut pas résoudre ces problèmes d'une manière, disons... Je comprends votre prudence. Vous auriez pu, avec beaucoup de féminisme, l'évoquer quand même dans votre texte. Un déblocage, il est là aussi. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, hein, vous savez, vous êtes très prudente. Parfois, il faut mettre les pieds dans le plat
prise de conscience ait lieu. Et notamment, on dit, voilà, un des problèmes qui va se présenter, c'est aussi l'attitude des élites. Hein. Bon, la gouvernance, il y a dans voilà, parce que vous pouvez enrober ça pour que ce soit plus rentable, hein, plus diffusé dans votre pays. Mais je pense qu'il fallait quand même mettre un petit peu le doigt là-dessus avec des exemples concrets. C'est que bon, tant qu'on n'aura pas résolu ces questions-là, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des tensions. Ah oui, et pour vous un petit peu vous guider dans la question de l'eau, bien sûr l'intervention publique, mais est-ce qu'il est envisagé de faire appel à des entreprises privées, à l'investissement privé? Parce que oui, derrière la stratégie, il y aura aussi ces tensions d'intérêt entre les gens de pouvoir, l'administration, des sociétés concessionnaires ou des investisseurs privés. C'est mieux le chat que moi. Toute question de développement au Tchad fait appel à des investisseurs privés. La question de l'eau précisément. Le président de la République nous s'est déplacé à Marseille. C'était il y a 3 ans en arrière pour expliquer comment le Tchad souffre sur cette question. Donc, il y a des investisseurs privés qui ont des contrats avec le Tchad et qui sont sur le terrain pour faire le travail. Et si on voit, nous prenons l'exemple du lac Tchad. Le lac Tchad qui, vers les années 60 était bien rempli. Aujourd'hui, ce lac a diminué de 90% de son niveau. Autour de cette question de lac Tchad, il y a beaucoup d'investisseurs qui grimpent. Vous avez des projets, donc au niveau des annexes, la question même de l'environnement a été signalée globalement. Mais pour ce qui est des changements climatiques et le traitement de la Tchad, il y a beaucoup de projets qui ont été développés, initiés par les investisseurs privés, mais qui sont au niveau de Tchad pour faire ce travail. Donc, c'est vrai que j'ai évoqué